Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Bonjour et bienvenue dans La Tête aux Pieds. Aujourd'hui, c'est l'épisode « Va te faire maître ». La relation entre le maître et le disciple est un rapport privilégié, que l'on retrouve partout et à toutes les époques. Un ancien transmet à un plus jeune ou à un moins expérimenté un savoir qui peut être utile à la communauté et que l'élève finira par transmettre à son tour. Ainsi se créent des écoles, des lignées, qui créent un continuum entre l'avant-nous et l'après-nous. J'ai lu un jour que dans les arts martiaux, on était considéré comme un pratiquant sérieux si on connaissait le nom du maître de son maître, comme un arrière-grand-parent en quelque sorte. Cette transmission est une histoire de partage, de persévérance, d'entraide et de respect. Aujourd'hui, il y a beaucoup de profs et de clients, des élèves aussi, des gens qui font plus que consommer des pratiques, mais peu de maîtres et de disciples. Ces termes peuvent sembler désormais surannés. Moi, j'ai été disciple, j'ai suivi 2 maîtres de la même école d'arts martiaux pendant une quinzaine d'années. C'est à la fois heureux et triste que ce modèle se transforme, et j'aimerais vous expliquer pourquoi. La relation entre le maître et le disciple existe dans beaucoup de traditions artistiques ou artisanales. Au-delà des compétences techniques, le maître incarne sa discipline. Elle se manifeste dans sa façon d'être et de faire. La pratique devient un mode de vie, ce qui témoigne du dévouement du maître, de son implication dans l'étude de l'art. Un peu comme quand on entre en religion. Traditionnellement, et c'est l'une des grandes différences avec le monde d'aujourd'hui, c'est le maître qui choisit son élève. Fabienne Verdier, une artiste plasticienne française, raconte son apprentissage de la calligraphie en Chine dans l'ouvrage Passagère du silence. Elle explique que pour être acceptée par son maître, elle a déposé sur le pas de sa porte tous les jours pendant 1 an des rouleaux de traits qu'elle avait tracés au pinceau. Simplement des traits, très verticales, très horizontales. Pas de caractère. Il a fini par l'accepter, et s'en est suivi une période d'apprentissage longue et intensive. Dans les sociétés anciennes, la vie était courte, et pourtant, on savait penser le temps long. Ça me fait penser à une autre histoire, racontée par Pierre Feugat, un enseignant de tantra français. Alors qu'il voyageait en Inde, il a rencontré un homme à la technique fascinante. Feugat lui a demandé s'il pouvait lui enseigner, et l'autre a répondu « Oui, mais il faut rester longtemps ». Et Feugat dit « Pas de souci. Je peux rester au moins 15 jours. » Et l'autre lui répond un peu gêné. « Non, il faut rester 10 ans. » Pas de 100 heures, ni 21 jours. Nos sociétés d'instantanéité et de vitesse peuvent apprendre de ça. Apprendre de la lenteur et des rythmes organiques. Parce qu'il faut passer du temps avec le maître. Il n'enseigne pas seulement durant la pratique. C'est finalement entre les moments d'entraînement qu'on apprend le plus. Pendant qu'on épluche les légumes ou durant les trajets en voiture. Dans ces moments-là, mon maître me racontait ses combats, me parlait des gens qu'il avait connus, ou bien m'expliquait l'histoire militaire du Vietnam. Les enseignements passent, parfois dans les mots, parfois dans les silences. Traditionnellement, le disciple vivait chez le maître, devenait un membre de sa famille. Car c'est un processus, il faut un temps d'intégration pendant lequel le disciple fougueux et le maître un peu moins vigoureux mais plus sage cheminent ensemble. Un peu comme Luke et Yoda, quoi. Un peu à l'image d'un enfant qui grandit dans une famille, le but est qu'il finisse par quitter le nid, qu'il prenne son baluchon pour aller arpenter le monde et faire ses expériences. Dans les arts martiaux vietnamiens, ce processus s'appelle Ha Sen, ce qui veut dire littéralement descendre de la montagne. C'est le moment d'aller se faire maître. S'engager sur une voie d'apprentissage est merveilleux. C'est la promesse d'aventures transformatrices et de découvertes incroyables. Mais généralement, ce besoin de voyage vient aussi d'un sentiment d'inconfort. Si on veut aller ailleurs, c'est que l'on n'est pas toujours bien là où on est. Il y a des espaces pour grandir et des moments pour guérir. Parfois, les deux se mêlent et d'autres fois non. L'initiation ne fait pas toujours office de thérapie, et c'est le mélange des genres qui peut être dangereux. La transmission d'un savoir demande de la maturité chez l'enseignant comme chez l'apprenant. Des logiques infantiles peuvent venir perturber la dynamique, tant chez l'élève, qui peut se comporter de manière puérile, que chez le maître, à qui l'on confère beaucoup de pouvoir. L'initiation peut devenir une relation toxique, où l'un veut rester sur son piédestal et l'autre réclame la béquée.
car le disciple se place dans une sorte de servitude volontaire, de dépendance affective où l'enseignant est à la fois sauveur et bourreau lorsqu'il donne et reprend. La relation peut devenir conflictuelle si le parent refuse que son enfant grandisse ou si le fils veut tuer le père. Il est souvent question de reconnaissance et de considération. Des deux côtés, on veut être vu, choisi. Ces logiques peu reluisantes se manifestent dans les écoles de yoga, de méditation, d'arts martiaux. J'en ai été acteur et témoin, et j'en ai entendu 1000 variations différentes, au point qu'elles semblent être la norme. Un jour, avec une amoureuse qui avait étudié la danse avec autant d'ardeur que moi le kung-fu, nous sommes allés voir Whiplash au cinéma. Ce film raconte la rencontre entre un jeune batteur de jazz qui veut devenir professionnel et un prof de musique brillant mais tyrannique. Ma copine et moi avons vu défiler notre jeunesse sous nos yeux. L'admiration portée au maître qui vire à l'idolâtrie, la servitude volontaire à laquelle on consent et paradoxalement le sentiment de supériorité par rapport à tout ce qui est extérieur à la pratique et l'inévitable confrontation. Le processus est certes fertile, mais aussi regrettable, car il cause beaucoup de dégâts. Ce n'est pas une fatalité. L'initiation peut être une histoire de croissance, de transmission, de liberté, mais surtout d'amour. En principe, le processus d'initiation se fait en 3 étapes, qu'en chinois on appelle shu, ha et je, que je traduirai par imitation, intégration et innovation. D'abord, comme un enfant, l'élève reproduit ce qu'on lui montre, sans trop de recul. Il imite, il répète pour s'approprier la forme. Ensuite, la technique devient sienne, il en comprend la logique interne. Enfin, il peut s'affranchir du cadre pour créer quelque chose de nouveau. Après avoir imité ce que les autres faisaient, il fait ce que les autres vont imiter. Et ainsi de suite, de génération en génération. Ce processus d'émancipation est permis par le cadre que fournissent l'école et le maître. C'est une question d'équilibre, car si c'est trop souple, l'élève n'a pas de repère. Et si c'est trop rigide, il ne peut pas s'exprimer. Je pratiquais les arts martiaux en France, mais j'ai eu l'occasion de voyager au Canada et en Chine, où j'ai rencontré beaucoup de disciplines différentes, notamment la boxe anglaise, qui était assez différente de mon art martial d'origine. Il y avait beaucoup de coups de pied dans le style que je pratiquais. Et j'ai toujours été un peu nul avec mes jambes, notamment parce que je manquais de souplesse. Mais par contre, j'aimais bien mettre mon poing dans la tête des gens, et j'ai trouvé très libérateur de délier mes bras. Grâce à cette rencontre avec la boxe, je me suis adapté et j'ai trouvé une manière de combattre plus métissée qui me convenait mieux. Ça a été la même chose quand j'ai découvert le MMA en Chine. Je crois finalement que je suis pas expert d'une discipline en particulier, mais je suis surtout expert pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Un jour en France, après mon retour de Pékin, je m'entraînais chez mon maître. Je combattais contre un camarade et j'avais trouvé un bon flow grâce à mes poings justement. J'arrivais à le mettre en difficulté. Et comme j'étais à l'aise, j'arrivais même à faire sortir mes jambes et à mettre quelques coups de pied. C'était fou, j'étais tout content, même si je m'étais éloigné de la forme traditionnelle de mon école. Mon maître m'a interrompu. Il me dit « Non, notre style c'est pas comme ça. Toi tu boxes, nous on attaque les bras et les jambes, et après seulement on frappe au tronc. » C'était ce que son maître à lui avait appris, le savoir dont il était le gardien. À l'époque, cet homme était mon Dieu, mon soleil. Alors s'il disait que c'était comme ça, c'était comme ça. Pourtant je sens encore aujourd'hui comment ce moment a perturbé mon schéma moteur. Comment j'ai choisi de me contrarier pour lui plaire, pour correspondre. Il m'a transmis énormément de choses, mais ce jour-là, ça ne m'a pas aidé à progresser. C'était pas de sa faute, j'aurais dû suivre mon idée puisqu'elle était juste pour moi. Mais comme je ne venais pas seulement à l'entraînement pour qu'il m'enseigne, mais aussi pour qu'il m'adopte, les cartes étaient brouillées. Dans l'enseignement, je crois qu'il faut trouver un équilibre entre transmettre un héritage et révéler un potentiel. Dans l'école où j'ai appris les arts martiaux, on parlait souvent du Dao Duc en vietnamien, ou Dao De en chinois. Dao, c'est la voie, et De, c'est la vertu. En toute logique, on parlait donc de la voie de la vertu, un ensemble de principes moraux qui encadraient la pratique. Il fallait suivre le Dao Duc quoi qu'il arrive, et aussi garder intact le répertoire de l'école. Pourtant un jour, j'ai lu Alan Watts, magnifique Alan Watts, je vous recommande. Peu d'auteurs occidentaux que j'ai lus ont compris aussi clairement la pensée chinoise. Dans son dernier livre, le The Watercourse Way, ou La voie du cours d'eau, non traduit malheureusement, il parle de ça justement, du Tao De. C'est comme dans Tao Te Ching ou Tao Te King, le classique de Lao Tzu, l'un des ouvrages majeurs du taoïsme. Il explique qu'en chinois, c'est comme en anglais, le modifieur du nom vient avant le nom. Pour dire chien noir par exemple, on dit black dog. Je vous ai peut-être un peu perdu là avec toutes mes histoires, mais c'est fondamental. Parce que ça veut dire que Dao De, c'est finalement, ou pas seulement,
la voie de la vertu. C'est aussi la vertu de la voie. Et ça change tout. Ça retourne carrément le monde. Au lieu de se contenter de suivre un code moral comme un bon petit soldat, on peut aussi arpenter la voie à la recherche de sa vertu. Un peu comme un botaniste recherche la vertu d'une plante. Ce jour-là, j'ai fait un bond en avant. J'ai compris que j'étais vraiment acteur de mon apprentissage et de ma recherche technique. Que la position de dépendance dans laquelle je me plaçais vis-à-vis de mes enseignants, qu'ils soient d'arts martiaux, de pilates ou autres, n'était pas la seule solution. Une autre expérience libératrice s'est produite lors de ma retraite avec Simon Park, un prof de yoga assez connu dans le milieu. Il était entouré de plusieurs assistants, qui géraient la logistique et la cuisine notamment. Mais Simon faisait sa part, comme les autres. Et en le voyant récurer les marmites, je me disais que c'était un bon gars, qu'il était à la fois virtuose et exactement comme tout le monde. Un jour, il faisait le service au déjeuner, et avec son sourire de Bouddha, il m'a tendu une assiette. Là, quelque chose s'est fissuré en moi. Parce que jusque-là, c'était moi qui servais le maître. Cette inversion des rôles avait quelque chose de bouleversant. Ma coquille s'est fendillée et quelques jours plus tard, elle a explosé. À la fin d'un kirtan, une sorte de concert yogique, Simon et ses disciples sont arrivés, emportant des plateaux chargés de gâteaux et de jus fait maison. À nouveau, il s'est retrouvé devant moi et s'est incliné pour que je me serve. Ce fut comme un coup de tonnerre. Comme si on soulevait un sac de pierre de ma poitrine qui était là depuis si longtemps que j'avais oublié sa présence. Ça a remis les compteurs à zéro en quelque sorte. Le maître était comme moi, et moi, j'étais comme le maître. Bref, ça m'a soulagé. Après ça, j'ai continué à avancer. Avec des tours et des détours. Mais il y a une dernière histoire qui m'a vraiment fait avancer sur le chemin du disciple. C'est lorsque je me suis intéressé au tarot et à l'enseignement de Jodorowsky. Je referai un épisode sur son travail, mais on a déjà parlé de lui dans La Voie du Tarot. Pour vous situer rapidement, Jodorowsky est un artiste chilien installé en France depuis longtemps. Petit aparté, on voit que c'est quand même vraiment bien qu'il y ait plein d'étrangers en France. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc Jodorowsky, il est à la fois metteur en scène, réalisateur, écrivain, peintre, scénariste de BD et plein d'autres choses encore. Il s'est rendu célèbre pour ses lectures du tarot, qu'il faisait dans des cafés un peu partout dans Paris. Au moment où je me suis intéressé à son travail, il reprenait justement ses lectures. Alors je suis allé voir de plus près. La séance était un événement. Le café était bondé. Les gens venaient du monde entier dans l'espoir d'être tirés au sort et de se faire lire les cartes par le maître. J'étais loin et donc j'ai pas vu ni entendu grand-chose, mais j'étais content d'être là. À la fin, sur le chemin du métro, je me suis retrouvé côte à côte avec lui au feu rouge. Incroyable! Cette star internationale, ce génie artistique, ce rayon spirituel dont l'œuvre nourrissait ma vie, il était là, juste à côté de moi. Je n'avais rien à dire et pourtant fallait bien que je trouve quelque chose. Alors j'ai dit « Merci pour ce que vous faites ». C'était pas très original. Et lui a répondu « Lo hago por placer ». Je le fais pour le plaisir. Et puis il a continué son chemin et il est rentré chez lui. Et c'était bien comme ça finalement. Je n'avais pas besoin qu'il pose sa main sur mon épaule et me dise « Toi et mon fils, viens d'aîner à la maison ». J'avais plus besoin d'être adopté. J'étais devenu un grand garçon. Bon, ça avait quand même pris 30 ans cette histoire, mais au moins j'avais avancé. Quelques jours plus tard, j'étais assis dans un café et j'avais étalé mes cartes de tarot devant moi, sur la table. Une maman et son jeune fils étaient aussi dans la salle et le petit Maxime était plein d'énergie. Il courait dans tous les sens pendant que sa mère s'époumonnait « Maxime, Maxime !» Et puis Maxime a repéré mes cartes et m'a approché en faisant des cercles concentriques, un peu comme un requin, jusqu'à se planter à côté de moi et à regarder sans rien dire. Et là, il était très calme. Je l'ai invité à s'asseoir en face de moi et je lui ai dit qu'il pouvait regarder les cartes s'il y faisait attention. Il a pris une carte et s'est exclamé « Ça, c'est un soleil !» Maxime ne savait pas lire, il se fiait donc au dessin. Et la carte qu'il avait choisie, c'était pas le soleil, c'était la lune. Alors, je m'apprêtais à lui expliquer la vie, puisque j'étais très intelligent et que j'avais lu tout plein de livres. Mais, avant d'ouvrir ma bouche, j'ai regardé la carte, par acquis de conscience. J'ai regardé ce dessin que j'avais 1000 fois étudié avec les yeux de Maxime. Et pour la première fois, je me suis rendu compte que derrière la lune se cachait effectivement un soleil, un peu comme dans une éclipse. Ce jour-là donc, un gamin de 3 ans m'a enseigné le tarot. Et depuis, mes élèves sont devenus mes maîtres. Côtoyer un maître est une chose rare, un privilège dans le monde d'aujourd'hui. Mais l'initiation doit être un tremplin, pas une cellule. Je n'ai pas encore compris la moitié de tout ce qu'on m'a transmis pendant ces 20 ans où j'ai cherché des enseignements. Je travaille tous les jours pour assimiler, pour alchimiser ce qu'on m'a transmis et que cela soit utile à d'autres. Mais je n'oublie pas d'où je viens, et je sais que je suis élève de Thierry Dijoux et Olivier Barbet,
eux-mêmes élèves de Nguyen Duc Mok, formés par Hoang Hoa Ba dans les montagnes du Nord-Vietnam il y a presque un siècle. Et tous les jours, je pense à eux. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.